Personne ne le cherchait, et pourtant, il marchait comme s'il s'attendait à trouver quelque chose. Le chemin de terre était froid ce matin-là. La boue, encore humide de l'aube, collait à ses chaussures usées, tandis qu'il avançait lentement, la tête baissée, avec un sac à dos beaucoup trop lourd pour un corps si petit. Il ne courait pas, il ne pleurait pas, il ne demandait pas d'aide. Parce que lorsqu'un enfant apprend que personne ne viendra pour lui, il cesse d'appeler. Il ne s'est écoulé que quelques semaines depuis la mort de son père. Et depuis, la maison qui autrefois était silencieuse, était devenue hostile. Il n'y eut pas de cris, pas de coups, seulement des regards durs, des portes qui se fermaient, des mots qui se disaient sans être prononcés. Jusqu'au matin où la femme qui occupait désormais la place de sa mère fut claire. Ici, il n'y a plus de place pour toi. Et ainsi, sans adieu, sans explication, l'enfant prit la route. Ce que personne ne savait, c'est qu'il s'y était déjà préparé. Des jours auparavant, il avait caché quelques pains, de la nourriture simple, des choses qui ne s'abîmaient pas vite. Non pas parce qu'il comptait fuir, mais parce qu'il avait appris que lorsque l'affection disparaît, la prévoyance est une manière de survivre. Il marcha sans savoir où aller. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas revenir. C'est alors qu'il la vit. Une vieille maison en bois oubliée au bord du chemin. Le toit affaissé, les fenêtres brisées, le vent entrant sans demander la permission. Ce n'était pas un foyer, mais c'était un refuge. Et si un jour tu t'es senti attendu nulle part, reste, cette histoire est aussi pour toi. Cette nuit-là, il dormit là, serrant son sac à dos comme si c'était la seule chose qui lui appartenait encore. Affamé, transi, mais avec une certitude silencieuse. Au moins, pour l'instant, personne ne le mettrait dehors. Ce que l'enfant ne savait pas, c'est que cette maison avait une propriétaire, et que, quelques jours plus tard, quelqu'un apparaîtrait sur ce terrain, non pas pour le chercher, mais pour le vendre. Et que cette femme, sans le savoir, était sur le point de prendre une décision qui changerait non seulement la vie de cet enfant, mais la sienne aussi. Parce que parfois les destins ne se croisent pas dans de grands moments. Ils se croisent sur des chemins de terre, dans des maisons oubliées, dans des silences que personne d'autre n'a voulu entendre. Et cette histoire ne commence pas par un sauvetage. Elle commence par quelque chose de bien plus rare aujourd'hui. Quelqu'un qui a décidé de ne pas passer son chemin. Le jour commença comme tous les jours depuis la mort de son père, dans le silence. Il n'y eut pas de petit déjeuner, pas de bonjour, seulement le bruit des assiettes qu'on déplaçait dans la cuisine et une porte qui se fermait chaque fois qu'il essayait de s'approcher. La femme qui dirigeait désormais cette maison ne le regardait pas, et quand elle le faisait, c'était avec une froideur qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Il le savait déjà. Il l'avait su dès l'enterrement, dès l'instant où elle cessa de faire semblant devant les voisins. Son père avait été un homme silencieux, travailleur, de ceux qui portent le monde sur leurs épaules sans se plaindre. Mais il avait aussi été un homme seul. Et lorsqu'il avait rencontré cette femme quelques mois avant de mourir, il avait cru avoir trouvé de la compagnie. Il avait cru que son fils trouverait quelque chose qui ressemblerait à une mère. Mais l'affection ne se force pas, et quand son père mourut, il ne restait que l'inconfort et le rejet, et cette sensation d'être de trop dans sa propre maison. L'enfant le sentit dans chaque regard, dans chaque assiette que la femme laissait vide quand venait son tour, dans chaque nuit où il passait la faim au ventre parce qu'il n'osait pas demander davantage. Alors il commença à garder du pain, pas beaucoup, juste assez pour survivre si quelque chose arrivait, un morceau ici, un autre là. Il l'enveloppait dans un vieux chiffon et le cachait sous son lit. Il garda aussi une boîte de thon, une pomme, de biscuits durs. Ce n'était pas un plan, c'était un instinct. L'instinct de celui qui sait déjà qu'il ne peut compter sur personne. Et il avait raison. Ce matin-là, lorsqu'il descendit l'escalier, il trouva son sac à dos près de la porte. À l'intérieur, il y avait ses vêtements, rien de plus, ni ses cahiers, ni la photo de son père, ni le jouet qu'il gardait depuis l'enfance, seulement des vêtements et un regard qui disait tout. Ici, il n'y a plus de place pour toi. Il ne demanda pas où il devait aller, il ne pleura pas, il ne supplia pas, parce qu'il avait appris quelque chose qu'un enfant ne devrait apprendre si tôt, qu'il existe des endroits où peu importe combien tu aimes, si tu n'es pas aimé, tu n'as pas le droit de rester. Il prit le sac à dos, sortit et referma la porte derrière lui sans se retourner. Le chemin de terre s'étirait comme une plaie ouverte sous le ciel gris du matin. De chaque côté, les champs vides se perdaient dans le brouillard. Il n'y avait pas de maison proche, pas de gens, seulement le bruit de ses pas et le vent froid qui lui coupait le visage. Il marcha pendant des heures. Il ne savait pas vers où, il savait seulement qu'il devait s'éloigner. Ses jambes lui faisaient mal, ses chaussures, trop usées, laissaient entrer la boue. Le sac à dos pesait de plus en plus, mais il ne s'arrêtait pas,
parce que s'arrêter, c'était accepter qu'il n'avait nulle part où aller, et il n'était pas encore prêt à l'accepter. Ce fut au coucher du soleil qu'il la vit. Une vieille maison en bois, à moitié cachée entre les arbres, le toit enfoncé sur un côté, et les fenêtres brisées. On aurait dit que personne n'y avait vécu depuis des années. Les planches étaient grises, rongées par l'humidité. La porte pendait de travers à une charnière rouillée. Mais il y avait un toit et des murs, et c'était plus que ce qu'il avait. Il s'approcha lentement, comme si la maison pouvait disparaître s'il bougeait trop vite. Il poussa la porte avec précaution. Elle grinça, mais s'ouvrit. À l'intérieur, ça sentait le bois mouillé et la vieille terre. Le sol était couvert de poussière et de feuilles sèches. Dans un coin, il y avait une table cassée. Dans un autre, les restes de ce qui avait été une chaise. Mais il y avait de l'espace et du silence, et personne pour lui dire qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Il posa son sac au sol, s'adossa au mur, et pour la première fois depuis des semaines, il respira sans peur. Ce n'était pas un foyer, mais au moins, c'était à lui. Cette nuit-là, le froid entra par les fissures des murs. Le vent sifflait entre les planches desserrées du toit. Dehors, les arbres craquaient comme s'ils se parlaient entre eux. L'enfant se recroquevilla dans un coin, serrant le sac contre sa poitrine. Il n'avait pas de couverture, pas de lumière. Seulement le pain qu'il avait gardé les jours précédents, enveloppé dans un chiffon sale. Il le déroula lentement, en coupa un petit morceau. Le mâcha doucement, savourant chaque miette, comme si c'était la dernière chose qu'il aurait. Et peut-être que ça l'était. Il ferma les yeux, essayait de ne pas penser à son père, essayait de ne pas penser à la maison qui n'était plus la sienne, essayait de ne pas penser à ce qui viendrait demain. Mais les pensées arrivèrent malgré tout. Il se souvint des matins où son père le réveillait tôt pour aller travailler avec lui. Il se souvint comment il lui apprenait à porter les outils, comment il lui disait qu'un homme se mesure à sa parole et à son effort, comment il lui promettait qu'ils seraient toujours ensemble. Mais les promesses ne servent à rien quand le cœur cesse de battre. Et maintenant, il était seul, dans une maison abandonnée, sur un chemin où personne ne passait, sans père, sans foyer, sans personne qui le regrette. Il serra fort les yeux. Il n'allait pas pleurer, pas maintenant, parce que pleurer ne changeait rien. Pleurer ne ramenait pas son père. Pleurer ne faisait pas que quelqu'un l'aime. Alors il inspira profondément, avala le nœud dans sa gorge et s'endormit, en serrant la seule chose qui lui restait, un sac à dos, un morceau de pain, et la certitude que s'il voulait survivre, il devrait le faire seul. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette maison n'était pas si oubliée qu'elle en avait l'air. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un viendrait, quelqu'un qui ne cherchait rien non plus, mais qui, en le trouvant, prendrait une décision que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. Parce que parfois, le miracle n'est pas que quelqu'un te cherche, le miracle c'est que quelqu'un s'arrête, tout simplement. L'aube arriva sans prévenir, froide et grise, s'infiltrant par les fissures des murs comme un murmure qui ne demandait pas la permission. L'enfant se réveilla le corps engourdi, le cou tordu d'avoir dormi contre le mur de bois. Il avait les mains gelées, les lèvres sèches et une faim qui ne faisait plus mal. Elle pesait. Il ouvrit les yeux lentement, comme s'il craignait qu'en me faisant, la maison disparaisse et le laisse de nouveau au milieu du chemin. Mais non, elle était toujours là. Les murs gris, le toit affaissé, le silence épais qui sentait l'humidité et l'abandon. Il resta immobile un instant à regarder le plafond. Une partie de lui s'attendait encore à entendre la voix de son père l'appeler pour le petit déjeuner. Mais il n'y avait que le silence et le vent qui entraient par les fenêtres brisées. Il s'assit lentement, ouvrit son sac, en sortit un autre morceau de pain. Il était petit, dur, mais il était à lui. Il le coupa en deux moitiés, en garda une, mangea l'autre lentement, mâchant chaque bouchée comme si c'était un trésor. Il ne savait pas combien de temps il pourrait rester là. Il ne savait pas si quelqu'un viendrait, mais il savait qu'il devait être prudent, parce que quand tu es invisible pour le monde, la seule chose qui te maintient en vie, c'est ta propre prévoyance. Dehors, le jour commençait à se réveiller. Les oiseaux chantaient timidement dans les arbres. Le soleil tentait de percer les nuages. Tout semblait si normal, si étranger à ce qu'il vivait. Il se leva, s'approcha de la fenêtre brisée, regarda le chemin de terre qui se perdait entre les champs. Personne ne passait, personne ne venait, personne ne le cherchait, et d'une certaine manière ça le rassurait, parce que si personne ne venait, personne ne pouvait le mettre dehors. Il explora la maison avec prudence, comme si chaque pas pouvait casser quelque chose, comme s'il devait demander la permission d'être là. La pièce principale était grande, mais vide. Il ne restait que des traces de ce qui avait été un foyer, des morceaux de table brisés, des clous rouillés dans les murs, des taches d'humidité qui dessinaient des cartes possibles.
Dans un coin, il y avait une porte entr'ouverte. Il la poussa doucement. Elle grinça. C'était une petite pièce. Elle sentait plus mauvais que le reste de la maison. Le sol était couvert de feuilles sèches et de branches que le vent avait entraînées par la fenêtre. Mais il y avait quelque chose qui attira son attention. Une vieille couverture, jetée par terre. Elle était sale, déchirée en bord, mais c'était une couverture. Il la ramassa avec précaution, comme si c'était quelque chose de sacré. Il la secoua, la poussière s'envola dans l'air. Elle n'était pas parfaite, mais elle suffisait. Cette nuit-là, au moins, il ne dormirait pas seulement avec le froid. Il revint dans la pièce principale. Il s'assit par terre, près du mur qui recevait le moins de vent. Il étendit la couverture, la sentit. Elle sentait la terre et le temps, mais elle était à lui maintenant. Et pour la première fois depuis des jours, il ressentit quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus petit, de plus fragile. C'était la sensation que peut-être, juste peut-être, il pourrait survivre une journée de plus. Le 3e jour, la faim commença à faire vraiment mal. Ce n'était plus seulement une sensation désagréable, c'était un vide qui lui serrait l'estomac, lui volait ses forces, le faisait marcher plus lentement. Il ne lui restait qu'un morceau de pain, petit, sec, insuffisant. Il le regarda longtemps avant de le manger. Il savait que lorsqu'il le ferait, il n'aurait plus rien. Et alors, que ferait-il? Il irait sur le chemin demander de l'aide, frapper à des portes de maisons inconnues, supplier pour manger, comme les chiens qu'il avait vus au village. Rien que l'idée le remplissait de honte, mais la honte ne nourrit pas, et l'orgueil n'enlève pas la faim. Il mangea le dernier morceau lentement, savourant chaque miette comme un adieu. Il ferma les yeux, essaya de se remplir avec le souvenir de repas passés. Mais les souvenirs ne remplissent pas l'estomac. Il s'allongea sur le sol, enveloppé dans la vieille couverture, et regarda le plafond. Les ombres dansaient sur les planches de bois, le vent murmurait entre les fissures, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé dans cette maison, il eut vraiment peur. Pas peur que quelqu'un vienne, mais peur que personne ne vienne. Parce qu'il y a une différence entre être seul par choix et être seul parce que personne ne veut de toi. Et il le savait avec une clarté cruelle. Sa solitude n'était pas une décision, c'était un abandon. Il ferma les yeux, serra les poings et se fit une promesse. S'il survivait à tout ça, si un jour quelqu'un lui donnait une chance, il ne la gaspillerait pas. Il serait bon, il serait fort, il serait tout ce que son père lui avait appris à être. Mais d'abord, il devait survivre. Le 4e matin arriva avec un brouillard épais. Dehors, le monde ressemblait à un rêve flou, où tout se mélangeait. L'enfant se réveilla faible, bouger lui coûtait. La faim n'était plus une douleur, c'était un engourdissement qui lui volait la lucidité. Il resta longtemps allongé à regarder le plafond, ne pensant à rien, sentant le froid s'enfoncer dans ses os. C'est alors qu'il entendit quelque chose, un bruit lointain, un moteur, le craquement de pneus sur la terre. Il se redressa d'un coup, le cœur battant vite. Une voiture ici, sur ce chemin où personne ne passait. Il rampa jusqu'à la fenêtre brisée. Il regarda prudemment, caché derrière le cadre de bois. Et alors il la vit, une vieille camionnette blanche, poussiéreuse, avançait lentement sur le chemin. Elle s'arrêta devant la maison. L'enfant retint son souffle. La portière du conducteur s'ouvrit, et une femme en descendit. Elle n'était pas jeune, peut-être 50 ans, peut-être plus. Ses cheveux gris tondaient librement sur ses épaules. Sa peau brun clair brillait doucement sous la lumière faible du jour. Ses yeux, d'une couleur miel chaleureuse, regardaient la maison avec un mélange de nostalgie et de fatigue. Elle ne semblait pas dangereuse, mais elle ne semblait pas non plus aimable. Elle semblait seulement fatiguée. Elle s'approcha de la maison lentement, regardant le toit affaissé, les murs gris, les fenêtres brisées. Elle soupira. Elle secoua la tête comme si elle prenait une décision difficile. L'enfant se cacha derrière le mur, le cœur battant si fort qu'il crut qu'elle pouvait l'entendre. Que faisait cette femme ici? Était-ce la propriétaire? Venait-elle le mettre dehors? Il entendit ses pas se rapprocher. La porte principale grinça en s'ouvrant, et alors la voix de la femme brisa le silence. « Y a quelqu'un ici ?» L'enfant ne répondit pas. Il se fit tout petit contre le mur. Il ferma les yeux. Peut-être que s'il ne bougeait pas, elle ne le trouverait pas. Peut-être que s'il restait immobile, elle partirait et le laisserait en paix. Mais les pas continuèrent de s'approcher. Et alors elle le vit. Elle ne cria pas, ne s'effraya pas. Elle s'arrêta simplement. Elle le regarda.
Et dans ses yeux apparut quelque chose que l'enfant n'avait pas vu depuis longtemps, de la compassion. Pas de la pitié, pas du jugement, juste de la compassion. Et à cet instant, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache, quelque chose changea. Parce que cette femme n'était pas venue chercher quelqu'un, elle venait seulement vendre une vieille maison qu'elle ne voulait plus. Une maison qui lui rappelait trop un passé qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. Mais parfois, les endroits que nous voulons le plus oublier sont ceux qui nous obligent à nous rappeler ce qui compte vraiment. Et parfois, quand tu arrives quelque part en pensant fermer une porte, le destin t'en ouvre une autre que tu ne savais même pas qu'elle existait. La femme ne bougea pas, l'enfant non plus. Ils se regardèrent en silence, séparés par quelques mètres d'air froid et de poussière suspendue. Elle, debout près de la porte. Lui, recroquevillé contre le mur, serrant son sac d'eau comme un bouclier. Il n'y avait pas de peur dans les yeux de l'enfant, pas non plus de défi, seulement une résignation silencieuse, comme s'il avait déjà appris que les gens finissent toujours par partir, ou par te mettre dehors. La femme fit un pas en avant, lentement, sans hâte, comme on s'approche d'un animal blessé qui pourrait fuir à tout moment. « Je ne vais pas te faire de mal. » Sa voix était douce, mais ferme. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui promet l'impossible. C'était la voix de quelqu'un qui dit la vérité, même quand elle fait mal. L'enfant ne répondit pas. Il la regardait seulement, la jaugeant, essayant de comprendre s'il pouvait lui faire confiance. Ou si, comme tous les autres, elle attendait juste le bon moment pour le laisser seul encore une fois. Elle regarda autour d'elle, les murs humides, le toit affaissé, le sol couvert de feuilles sèches et de terre. Et puis, elle vit la vieille couverture étendue par terre et le sac à dos usé que l'enfant pressait contre sa poitrine. Elle comprit tout, sans qu'un mot soit nécessaire. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» L'enfant baissa les yeux. « 3 jours, je crois. » Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'aurait voulu, comme si parler lui coûtait trop d'efforts. La femme ferma les yeux un instant, inspira profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. Ça n'était plus seulement de la compassion, c'était une décision. Tu ne peux pas rester ici. L'enfant sentit sa poitrine se serrer. Il le savait. Toujours la même chose. Toujours quelqu'un pour te dire que tu n'as pas ta place, que tu dois partir, qu'il n'y a pas de place pour toi. Il serra les lèvres. Il essayait de ne pas laisser ça lui faire mal, mais ça faisait mal quand même. La femme s'approcha encore un peu, s'accroupit à sa hauteur, et alors elle dit quelque chose que l'enfant n'attendait pas. Mais avec moi, si. L'enfant releva la tête, confus, et lui tendit la main, pas comme on donne une aumône, mais comme on offre quelque chose de réel, quelque chose qu'on n'a pas à rembourser. Viens, tu ne peux pas continuer à dormir ici. Il fait trop froid, et cette maison va s'écrouler à tout moment. L'enfant regarda la main tendue. Il hésita, parce que les mains tendues se referment parfois, et les promesses se brisent parfois. Mais quelque chose dans les yeux de cette femme lui dit que peut-être, juste peut-être, cette fois c'était différent. Il prit sa main, et quand elle l'aida à se relever, il sentit qu'en lui, quelque chose qui avait été brisé depuis très longtemps, commençait très lentement à guérir. Le trajet jusqu'à la maison de la femme fut court, mais silencieux. Elle conduisait calmement, regardant le chemin de terre qui s'étirait devant eux. L'enfant était sur le siège passager, serrant son sac contre sa poitrine, regardant par la fenêtre sans vraiment voir quoi que ce soit. Il voulait demander, il voulait savoir pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle l'aidait, ce qu'elle voulait de lui. Mais il avait peur que s'il posait la question, elle change d'avis. Alors il se tut et attendit. La maison apparut au bout du chemin. Elle n'était ni grande ni luxueuse. Elle était simple, de plein pied, avec des murs blancs et un petit jardin où poussaient des fleurs sauvages. Mais elle avait l'air entretenue. Elle avait l'air vivante. La femme arrêta la camionnette et coupa le moteur. Elle resta un moment immobile, les mains sur le volant, comme si elle prenait une décision importante. Puis elle se tourna vers lui. « Tu as faim ?» L'enfant acquiesça. Inutile de mentir. Son ventre était vide depuis jours. Elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste un petit geste, chaleureux, comme une aube timide. « Viens, d'abord tu manges, après on parle. » Ils entrèrent dans la maison. Ça sentait le café fraîchement fait et le pain grillé. Ça sentait le foyer, ces choses que l'enfant avait oubliées qu'elles existaient. La femme le guida jusqu'à la cuisine, lui montra une chaise près de la table en bois. « Assieds-toi. » Il obéit. Il posa le sac au sol, mais le garda près de lui. Il ne pouvait pas encore faire totalement confiance. Il ne pouvait pas encore baisser la garde. La femme ouvrit le placard, sortit du pain, du fromage, du jambon, du lait. Elle posa tout sur la table avec des gestes tranquilles, sans hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. Elle lui prépara un sandwich. Elle lui servit un verre de lait.
le posa devant lui. « Mange doucement, ne te presse pas. » L'enfant regarda l'assiette comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Il prit le sandwich avec des mains tremblantes, mordit un petit morceau, puis un autre, et alors, sans pouvoir l'éviter, il se mit à manger plus vite, comme s'il avait peur que quelqu'un le lui enlève. La femme ne dit rien. Elle l'observait seulement avec ce regard qui comprenait plus qu'il ne disait. Et quand il eut fini, elle lui servit un autre verre de lait. Mais lui secoua la tête, honteux. Il ne voulait pas paraître glouton. Il ne voulait pas abuser de sa bonté. Mais elle insista. « Ça va ? Mange tout ce dont tu as besoin. Ici, tu n'as pas à rationner quoi que ce soit. » Et ces mots, si simples, si petits, lui brisèrent quelque chose dans la poitrine. Parce que pendant des jours, il n'avait fait que rationner. Rationner le pain, rationner l'eau, rationner l'espoir. Et maintenant, quelqu'un lui disait qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il baissa les yeux, serra les poings sur la table et sentit les larmes qu'il n'avait pas pleurées depuis des jours remonter. Mais il ne les laissa pas sortir. Pas encore. Parce qu'il ne savait pas encore s'il pouvait faire confiance. Parce que pleurer devant quelqu'un, c'était admettre que tu avais besoin d'aide. Et il avait appris que demander de l'aide ne faisait que te rendre plus vulnérable. Après le repas, la femme l'emmena à la salle de bain. Elle ouvrit la douche, attendit que l'eau sorte chaude, posa une serviette propre sur l'étagère. Prends une douche, prends le temps qu'il te faut. Il y a du savon et du shampoing, et quand tu sortiras, je te donnerai des vêtements propres. L'enfant acquiesça, parlant toujours peu, n'osant toujours pas croire que c'était réel. Il entra dans la salle de bain, ferma la porte, et quand l'eau chaude toucha sa peau, ce fut comme si quelque chose en lui s'effondrait. Il avait oublié ce que ça faisait d'être propre. Il avait oublié ce que ça faisait d'avoir chaud. Il avait oublié ce que ça faisait d'être en sécurité. Il resta longtemps sous l'eau, laissant la chaleur lui enlever le froid des os, laissant la vapeur nettoyer la peau et l'âme. Et quand il sortit enfin, enveloppé dans la serviette propre, il se regarda dans le miroir embué. Il ne reconnut pas l'enfant qui le regardait en retour. Les yeux gonflés, la peau pâle, les cheveux mouillés collés au front. Mais quelque chose dans son expression avait changé. Il n'avait plus l'air d'un animal acculé. Il avait l'air d'un enfant, juste un enfant fatigué. Mais un enfant, enfin. Quand il sortit de la salle de bain, la femme l'attendait avec des vêtements propres. Un pantalon, une chemise, des chaussettes sèches, tout un peu trop grand, mais propre et chaud. Il se changea en silence, puis revint au salon. Elle était assise sur le canapé avec 2 tasses de thé fumant sur la table. Elle lui fit signe de s'asseoir. Il obéit. Ils restèrent silencieux un instant. Elle but son thé lentement. Lui regardait la tasse devant lui sans oser la toucher. Enfin, elle parla. « Comment tu t'appelles » L'enfant hésita, comme si dire son nom revenait à se livrer entièrement. Mais quelque chose dans la voix de cette femme lui fit sentir que c'était d'accord, qu'il pouvait, au moins pour l'instant. Santiago. Elle acquiesça, comme si ce nom signifiait quelque chose, comme si elle le rangeait dans un endroit sûr de sa mémoire. Moi, je m'appelle Elena. Santiago. Elena. 2 noms, 2 inconnus. Mais peut-être le début de quelque chose de plus. Elena ne le pressa pas. Elle ne lui posa pas 1000 questions. Elle ne lui exigea pas de raconter sa vie. Elle attendait simplement, avec patience, avec ce calme que seules ont les personnes qui ont appris à écouter les silences. Et alors, lentement, Santiago commença à parler. Pas tout, pas d'un coup, mais petit à petit, comme on lâche un poids qu'on porte depuis trop longtemps. Il parla de son père, de comment il travaillait d'avant l'aube jusqu'après la tombée de la nuit, de comment il lui apprenait des choses, de comment il lui promettait qu'ils seraient toujours ensemble. Il parla de l'accident, de comment un jour son père était parti travailler et n'était jamais revenu, de comment on lui avait dit qu'il était mort en route, de comment le monde était devenu gris d'un instant à l'autre. Il parla de la femme que son père avait rencontrée quelques mois auparavant, de comment elle faisait semblant d'être gentille quand son père était là, de comment tout avait changé quand son père était mort. Et puis il dit ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Il dit que des jours avant qu'on le mette dehors, il avait commencé à cacher de la nourriture. Non pas parce qu'il comptait partir, mais parce qu'il savait déjà ce qui allait arriver, parce qu'il avait appris à lire les regards, à comprendre les silences, à reconnaître quand on ne te voulait plus. J'ai gardé du pain, des biscuits, une boîte de thon. Je les ai cachés sous mon lit parce que je savais que si elle me mettait dehors, je n'aurais rien. Sa voix se brisa un peu en le disant, comme s'il avouait, s'était avoué qu'il avait vécu dans la peur, dans une solitude si profonde qu'aucun enfant ne devrait la connaître. Elena ne dit rien, elle l'écouta simplement, les yeux fixés sur lui, sans juger,
sans interrompre. Et quand Santiago eut fini, quand il ne lui restait plus de mots, elle dit seulement quelque chose qu'il n'oublierait jamais. « Tu as été très courageux et très intelligent, et personne n'aurait dû t'apprendre à survivre aussitôt. » Santiago baissa les yeux, parce que les mots gentils font plus mal que les mots cruels quand on n'en a pas entendu depuis si longtemps. Elena tendit la main, posa doucement la sienne sur son épaule. « Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais cette nuit, tu ne dors pas seule. Cette nuit, tu es en sécurité. » Et pour la première fois depuis longtemps, Santiago crut en quelque chose. Il ne crut pas que tout irait bien. Il ne crut pas que la douleur disparaîtrait. Mais il crut qu'au moins, pour l'instant, il n'était pas complètement seul. Et parfois ça suffit. Cette nuit-là, Santiago dormit dans un vrai lit, avec des draps propres, un oreiller doux, une couverture qui ne sentait ni la terre ni l'abandon. Dehors, le vent continuait de souffler, mais dedans, pour la première fois depuis des jours, il y avait de la chaleur. Et quand il ferma les yeux, il ne rêva pas de maison vide ni de chemin froid. Il rêva de quelque chose qu'il avait oublié que ça existait. Il rêva de la possibilité d'un demain qui ferait moins mal. Santiago se réveilla sans savoir où il était. Pendant un instant, la panique l'envahit. Il ouvrit les yeux d'un coup, cherchant le toit affaissé de la maison abandonnée, les murs humides, le froid qui s'infiltrait par les fissures, mais il n'était pas là. Il était dans un lit, avec des draps propres, près d'une fenêtre par laquelle entrait la lumière douce du matin. Et alors il se souvint de tout. La femme, Elena, la maison, la douche chaude, la nourriture, les mots gentils. Il resta immobile un moment, essayant de décider si ça avait été réel ou seulement un rêve désespéré de son esprit affamé. Mais l'odeur de café qui venait de la cuisine lui confirmait que oui, c'était réel. Il se leva lentement, toujours avec les vêtements qu'Elena lui avait donnés la veille. Il sortit de la chambre à petits pas, comme s'il avait peur que faire du bruit brise le sortilège. Elena était dans la cuisine, de dos, en train de préparer le petit déjeuner. Elle ne l'avait pas entendu arriver, mais quand il s'éclaircit doucement la gorge, elle se retourna et lui sourit. Ce n'était pas un sourire forcé, c'était sincère, comme si sa présence ici était la chose la plus naturelle au monde. « Bonjour, tu as bien dormi ?» Santiago acquiesça, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Assieds-toi, le petit déjeuner est presque prêt. » Il obéit. Il s'assit sur la même chaise que la veille. Et quand Elena posa devant lui une assiette de brouillé, du pain grillé et un verre de jus d'orange, il dut cligner plusieurs fois des yeux pour retenir ses larmes. Parce qu'il y a des petits déjeuners qui nourrissent le corps. Et il y a des petits déjeuners qui nourrissent quelque chose de plus profond. Quelque chose que la faim ne peut pas toucher. Ils mangèrent en silence. Ce n'était pas un silence gênant. C'était le silence de deux personnes qui apprenaient encore à être ensemble, mais qui, pour une raison inconnue, ne se sentaient pas seules. Quand ils eurent fini, Elena ramassa les assiettes, resta debout près de l'évier, regardant par la fenêtre vers le jardin. « Je dois retourner à cette maison aujourd'hui, la maison où je t'ai trouvé. » Santiago sentit son estomac se nouer. Elle allait le rendre. Elle allait le laisser là-bas encore une fois. Elle se tourna vers lui comme si elle avait lu dans ses pensées. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser. Mais il y a quelqu'un qui veut la voir. Un couple. Ils sont intéressés pour l'acheter. » Santiago ne comprenait pas en quoi cela le concernait, mais il acquiesça quand même. « Je peux venir avec toi. » Elena le regarda un moment, puis acquiesça. « Bien sûr, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Cette maison, mes parents l'ont laissée quand ils sont morts. Et pendant longtemps, je n'ai pas su quoi en faire. Ça me faisait mal de la voir. Ça me rappelait trop de choses. » Elle fit une pause, regardant de nouveau par la fenêtre, comme si elle voyait quelque chose que Santiago ne pouvait pas voir. J'ai décidé de la vendre parce que je pensais qu'il était temps d'avancer. Mais maintenant, je ne sais plus. Peut-être que cette maison devait attendre. Peut-être qu'elle avait un dernier but, avant de devenir quelque chose de nouveau. Santiago ne comprit pas complètement ce qu'elle voulait dire. Mais il sentit que c'était important, qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui bougeait en silence autour de sa vie. La camionnette d'Elena reprit le chemin de terre. Cette fois, Santiago ne serrait pas son sac contre lui par peur. Il l'avait laissé chez Elena parce que, pour la première fois depuis des jours, il ne se sentait pas obligé d'être prêt à fuir à tout moment. Il regardait par la fenêtre, les champs, les arbres, le ciel clair du matin. Tout semblait différent maintenant, moins hostile, moins froid. « Pourquoi tu m'as aidé ?» demanda-t-il soudain, surpris lui-même d'oser. Elena ne quitta pas la route des yeux, mais son expression s'adoucit. « Parce que quand j'étais petite, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. »
Et j'ai appris que la bonté ne se paie pas. Elle se transmet. Elle fit une pause. Et parce que, quand je t'ai vue dans cette maison, je me suis vue moi-même, pas de la même façon, mais dans cette solitude qu'on ne peut pas cacher, dans ce silence qui crie plus fort que n'importe quel mot. Santiago ne sut pas quoi répondre. Il regarda seulement par la fenêtre, laissant les paroles d'Elena flotter dans l'air, comme quelque chose de sacré qui n'avait pas besoin d'explication. Quand ils arrivèrent à la maison abandonnée, une autre voiture était déjà garée devant, une berline bleue, un peu vieille, mais bien entretenue. Elena se gara à côté, coupa le moteur. C'est le couple, ils sont arrivés avant nous. Santiago sentit un nœud dans le ventre. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans tout ça le rendait nerveux. Ils descendirent. Le couple était debout devant la maison, l'observant avec intérêt. L'homme était grand, dans la quarantaine, cheveux noirs, expression calme. La femme était plus jeune, peut-être un peu plus de 30 ans, cheveux châtains attachés, et des yeux qui semblaient chercher quelque chose au-delà de ce qu'ils voyaient. Quand ils virent Elena, ils sourirent et s'avancèrent. « Bonjour, vous devez être Madame Elena ?»« Oui, merci d'être venue. » Ils se serrèrent la main et alors la femme remarqua Santiago. Son expression changea. Rien de dramatique, juste subtil. Ce regard qui s'arrête une seconde de trop. Cette curiosité mêlée à quelque chose qu'il ne savait pas identifier. Santiago le vit. « C'est Santiago », intervint Elena doucement. « Il est avec moi. » La femme acquiesça, mais son regard ne quittait pas l'enfant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que Santiago ne comprenait pas, mais qui le rendait mal à l'aise. Ou peut-être pas mal à l'aise, simplement vu. L'homme sourit. « Enchanté Santiago. Moi c'est Marcos, et elle c'est ma femme, Lucia. » Santiago acquiesça en silence, ne sachant pas quoi dire. Lucia s'accroupit un peu, à sa hauteur. Elle sourit, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui était vrai, quelque chose qui lui rappela son père, cette chaleur qu'il avait perdue depuis si longtemps. « C'est un plaisir de te rencontrer. » Santiago acquiesça encore. Il n'était pas habitué à ce que les adultes lui parlent ainsi, comme s'il comptait, comme s'il était plus qu'un fardeau. Elena s'éclaircit la gorge. « Bon, je vous montre la maison. Comme je vous l'ai dit au téléphone, il faudra des travaux, beaucoup de travaux, mais la structure est solide et le terrain est vaste. » Et ils entrèrent tous ensemble. Marcos et Lucia parcoururent la maison d'un œil critique, mais intéressé, pointant ce qu'il fallait réparer, imaginant à voix haute à quoi tout cela pourrait ressembler avec un peu d'effort. Santiago resta près de l'entrée, observant, se souvenant du coin où il avait dormi, de la fenêtre d'où il avait vu Elena arriver, de l'endroit qui avait été son refuge quand il n'avait plus rien. Et maintenant, étrangement, il n'en avait plus peur. Il ressentait seulement une nostalgie, comme on dit adieu à quelque chose dont on n'a plus besoin, mais qu'on n'oubliera jamais. Lucia s'approcha de lui pendant que les autres exploraient. « Tu as passé du temps ici ?» Santiago la regarda, surpris qu'elle les remarquait. Il hésita, mais quelque chose dans sa voix le fit se sentir en sécurité. « Oui, quelques jours. » Lucia acquiesça, sans poser de questions gênantes, sans insister, acceptant simplement. Ça a dû être difficile. Santiago haussa les épaules, essayant d'avoir l'air plus fort qu'il ne se sentait. C'est passé. Lucia le regarda avec une tendresse qui le désarma complètement. Les choses difficiles ne disparaissent pas juste parce qu'elles sont passées. Elles restent avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles te définissent. Santiago ne comprit pas tout à fait ce qu'elle voulait dire, mais il sentit que c'étaient des paroles importantes, des paroles qu'il aurait peut-être besoin de se rappeler un jour. Quand ils eurent fini de visiter, ils sortirent dans le jardin. Marcos et Elena parlaient de prix, de réparation, de délai. Mais Lucia restait en arrière, regardant Santiago avec cette expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Finalement, elle parla à voix basse. « Tu as de la famille, Santiago ?» La question le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il baissa les yeux. « Non, plus maintenant. » Lucia ferma les yeux un instant, comme si ces mots lui faisaient mal aussi. « Je suis vraiment désolée. » Santiago ne répondait pas, parce qu'il n'y avait rien à dire. Parce que « je suis désolée » ne changeait rien, même si ça venait de quelqu'un qui semblait le dire pour de vrai. Elena s'approcha, remarquant la tension. « Santiago, pourquoi tu ne vas pas dans la camionnette? Je serai prête dans un moment. » Il acquiesça, soulagé d'avoir une excuse pour s'éloigner, et il marcha vers la camionnette, laissant les adultes parler. Mais en s'éloignant, il entendit la voix de Lucia, douce, mais claire. « Elena, cet enfant. » Il monta dans la camionnette, s'assit en silence et attendit. Pendant ce temps, sous le soleil tiède du matin, Elena racontait à Lucia et Marcos comment elle avait trouvé Santiago, sans dramatiser, sans exagérer, juste la vérité. Une maison abandonnée,
un enfant seul, une décision prise sans trop réfléchir. Et quand elle eut fini, Lucia avait les yeux humides. Je peux lui parler encore. Elena regarda Marcos. Il acquiesça. Alors tous les trois marchèrent vers la camionnette, où Santiago attendait, sans savoir que sa vie allait changer d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Parce que parfois les destins ne se croisent pas dans de grands moments épiques. Ils se croisent dans de petites conversations, dans des questions simples, dans des regards qui reconnaissent quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer. Et parfois, ceux qui ne cherchaient rien trouvent exactement ce dont ils avaient besoin. Lucia s'approcha de la camionnette lentement, comme on s'approche de quelque chose de fragile, qui pourrait se briser si l'on avance trop vite. Santiago la vit venir dans le rétroviseur latéral. Son cœur battit un peu plus vite que d'habitude. Il ne savait pas pourquoi cette femme le rendait nerveux. Ce n'était pas comme sa belle-mère. Il n'y avait pas de froideur dans son regard. Mais il y avait quelque chose d'intense, quelque chose qui semblait chercher des réponses à des questions qu'il ne connaissait pas. Lucia frappa doucement à la vitre. Santiago la baissa. « Je peux m'asseoir avec toi un moment ?» et l'acquiesça sans parler. Elle contourna la camionnette et s'installa à côté conducteur. Elle ferma la porte avec soin. Ils restèrent silencieux un instant, regardant la maison abandonnée devant eux, dressée comme un témoin muet de tout ce qui s'était passé. « Elena m'a raconté ton histoire », dit finalement Lucia d'une voix douce. « Enfin, une partie. Assez pour comprendre que tu as traversé quelque chose qu'aucun enfant ne devrait traverser. » Santiago ne répondit pas. Il regardait ses mains sur ses genoux. Lucia continua, choisissant chaque mot avec soin. « Je sais que tu ne me connais pas, et je sais que tu dois être fatigué des adultes qui te posent des questions. Mais est-ce que je peux t'en poser juste une ?» Santiago acquiesça légèrement. « Comment s'appelait ton père ?» La question le prit de court. Il ne s'attendait pas à ça. Il releva les yeux, confus. « Pourquoi vous voulez savoir ?» Lucia sourit tristement. « Parce que parfois les noms comptent. Parce que parfois les histoires se connectent d'une façon qu'on ne comprend pas. Jusqu'à ce que quelqu'un pose la question. » Santiago hésita. Mais quelque chose dans la voix de Lucia lui fit sentir que c'était d'accord. Que ce n'était pas un piège. Juste une question honnête. Raphaël. Il s'appelait Raphaël Morales. Lucia ferma les yeux, inspira profondément, et quand elle les rouvrit, il y avait des larmes dedans. Santiago paniqua. J'ai dit quelque chose de mal ? Non, 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 dit-elle vite en essuyant ses joues. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste que... Elle s'arrêta, cherchant les bons mots. Ton papa t'a déjà parlé de sa famille ? De ses frères et sœurs ? Santiago fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Il disait qu'il avait une sœur, mais qu'il ne la voyait plus depuis longtemps, qu'il s'était éloigné. Je ne sais pas pourquoi. Il n'en parlait pas beaucoup. Lucia acquiesça lentement, comme si chaque mot confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait. Et cette sœur, ton père t'a dit comment elle s'appelait ? Santiago secoua la tête. Non, il disait juste « ma sœur ». Parfois il avait l'air triste quand il en parlait, comme s'il regrettait quelque chose qu'il ne pouvait plus récupérer. Lucia resta silencieuse longtemps, puis elle se tourna vers Elena et Marcos, qui parlaient toujours près de la maison. « Santiago, Elena est la sœur de ton père. » Le monde s'arrêta. Santiago cligna des yeux, essayant de comprendre. « Quoi ? La femme qui t'a trouvé ? La femme qui t'a ramené chez elle ? Qui t'a donné à manger ? Qui t'a protégé ? C'est ta tante, la sœur que ton père regrettait. » Santiago ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus penser. C'était trop. C'était impossible. Mais elle ne savait pas qui j'étais. Non, elle ne le savait pas. Lucia inspira. Je le sais, parce que ton père et elle ont perdu contact il y a des années. Il y a eu une dispute familiale. Ces choses qui arrivent, et quand tu veux les réparer, il est trop tard. Elena ne savait pas que ton père était mort. Elle ne savait pas qu'il avait un fils. Elle ne savait rien. Santiago sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps. Elle le sait. Elle sait que je suis. Pas encore. Je viens de m'en rendre compte, moi. Parce que quand tu as dit le nom de ton père, je me suis rappelé qu'Elena avait mentionné son frère il y a des années. Raphaël, le frère qu'elle a perdu. Le frère qui n'est jamais revenu. Lucia le regarda avec tendresse. Tu veux qu'on lui dise ? Santiago ne savait pas ce qu'il voulait. Sa tête était un chaos. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Mais il acquiesça. Parce que si une vérité devait être dite, autant que ce soit maintenant.
Ils descendirent ensemble de la camionnette et marchèrent vers Elena et Marcos. Quand Elena les vit approcher, elle sourit, mais son sourire s'effaça quand elle vit l'expression sur le visage de Lucia. Il se passe quelque chose? Lucia regarda Santiago, puis Elena, inspira profondément. Elena, j'ai besoin de te demander quelque chose. Ton frère s'appelait Raphaël. Raphaël Morales. Elena se figea, comme si ce nom était un coup qu'elle n'attendait pas. Oui, pourquoi? Comment tu sais? Lucia désigna Santiago doucement. Parce que c'est son fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elena regarda Santiago, puis Lucia, puis de nouveau Santiago, comme si elle essayait d'assembler un puzzle auquel il manquait des pièces. Ce n'est pas possible. Son père s'appelait Raphaël Morales, dit Lucia d'une voix ferme mais douce. Il est mort il y a quelques semaines, et cet enfant est ton neveu. Elena porta une main à sa bouche, recula d'un pas, vacillant. Marcos la retint par le bras. Elena, ça va? Mais elle ne répondit pas. Elle regardait Santiago avec des yeux qui ne pouvaient plus retenir les larmes. Raphaël, murmura-t-elle. Mon frère Raphaël. Elle s'approcha de Santiago lentement, s'agenouilla devant lui, à sa hauteur. Elle le regarda comme si elle voyait un fantôme, mais pas un fantôme effrayant, un fantôme qui ramenait tout ce qu'elle avait perdu. Ton papa, il était grand. Il avait une petite cicatrice sur le sourcil gauche. Il aimait chanter quand il cuisinait. Santiago acquiesça, surpris qu'elle sache. Oui, comment? Elena, éclatant en sanglots, se couvrit le visage de ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, Santiago vit un adulte pleurer sans honte, sans se cacher, juste pleurer. Tu es son fils. Tu es le fils de mon frère. Santiago ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas s'il devait la prendre dans ses bras ou rester immobile. Mais Elena ouvrit les bras, et lui, sans réfléchir, s'y laissa tomber. Elle l'enlaça comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, comme si elle avait attendu cette étreinte pendant des années sans le savoir. Pardon, murmura-t-elle entre les larmes. Pardon tellement. Si j'avais su, si j'avais cherché ton père, si je n'avais pas été si orgueilleuse. Santiago ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, mais il comprenait la douleur. Il comprenait le regret, parce que lui aussi portait ça. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, pleurant, réparant quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait être brisé. Quand ils se séparèrent enfin, Elena essuya les larmes de Santiago avec des mains tremblantes. Tu n'es pas seul, Santiago. Tu ne l'as jamais été. On ne le savait juste pas. Santiago sentit quelque chose en lui, quelque chose qui était fermé depuis longtemps, commençait à s'ouvrir. Alors, je peux rester avec toi. Elena le regarda comme si la question lui brisait le cœur. Ce n'est pas que tu peux, c'est que tu dois. Tu es mon neveu, tu es de la famille. Et la famille, on ne l'abandonne plus jamais. Santiago acquiesça, et pour la première fois depuis la mort de son père, il sentit qu'il avait une place dans le monde. Marcos et Lucia regardaient la scène, les yeux humides. Quand Elena se releva enfin, Lucia s'approcha. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Elena la regarda, essuya encore ses larmes. Lucia regarda Santiago, puis Elena, et dit quelque chose que personne n'attendait. Moi aussi, je suis de la famille. Elena fronça les sourcils, perdue. Quoi? Raphaël était mon oncle. Ma mère était sa cousine germaine. On a perdu contact avec lui il y a des années, comme toi. Mais elle se souvenait toujours de lui. Elle se demandait toujours ce qu'il était devenu. Elena cligna des yeux, essayant de tout comprendre. Alors toi, je suis la nièce de Raphaël. Ce qui veut dire que Santiago et moi, nous sommes cousins. Santiago regarda Lucia, les yeux immenses. Il n'arrivait pas à y croire. Ce n'était pas possible. Lucia s'agenouilla devant lui, comme Elena l'avait fait quelques minutes plus tôt. On venait chercher une maison pour se reposer le week-end, mais je crois qu'on a trouvé quelque chose de plus important. On a trouvé de la famille. Elle regarda Marcos, il acquiesça avec un sourire. On pensait adopter. On voulait donner à nos enfants un frère. Et maintenant, il fit une pause, regardant Santiago. Maintenant, on sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un foyer. Et nous, on avait besoin de le trouver. Santiago ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Tout était trop bon, trop parfait. Et il avait peur que s'il parlait, s'il bougeait, tout disparaisse comme un rêve. Elena prit une main de Santiago. Lucia prit l'autre. Tu n'as rien à décider maintenant, dit Elena doucement. Mais je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu n'es plus seule. Tu as une famille, et on va s'occuper de toi. Lucia acquiesça. Et, si tu es d'accord, si tu veux, on aimerait beaucoup que tu fasses partie de notre famille aussi. Pas pour remplacer ton papa, personne ne peut faire ça, mais pour te donner un foyer, un endroit où tu es aimé, où tu as ta place. Santiago regarda Elena, puis Lucia, puis Marcos, qui lui souriait avec chaleur. Et pour la première fois de longtemps, il osa croire. Il osa croire que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient s'améliorer. Que peut-être, tous les adultes ne partaient pas. Que peut-être,
toutes les maisons ne se fermaient pas, que peut-être, quelque part dans le monde, il y avait une place pour lui, et que cette place venait d'apparaître quand il s'y attendait le moins. Il acquiesça lentement, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, d'une chose qui ressemblait beaucoup à la paix. Les jours qui suivirent furent étranges pour Santiago. Pas étranges d'une mauvaise façon, étranges d'une façon qu'il ne savait pas nommer. Comme se réveiller dans un monde où les règles avaient changé, où il n'avait plus besoin de cacher de la nourriture, où il n'avait plus besoin de marcher en silence pour ne pas déranger, où il pouvait exister sans demander la permission. Elena le ramena chez elle cet après-midi-là. Elle lui prépara la chambre d'amis, mais lui dit qu'il pouvait l'aménager comme il voulait, que c'était son espace. Maintenant, pas temporaire, permanent. Santiago ne savait pas quoi faire de ce mot, permanent. Ça sonnait trop grand, trop sûr, comme quelque chose qui pouvait se briser à tout moment. Mais Elena ne le pressa pas. Elle resta simplement là, présente, patiente, avec ce calme que seules ont les personnes qui savent que guérir prend du temps. Le soir, ils dînaient ensemble. Elena lui posait des questions simples. Comment s'était passée sa journée? Qu'est-ce qu'il aimait manger? S'il avait besoin de quelque chose? Jamais de questions intrusives, jamais de questions qui faisaient mal. Et peu à peu, Santiago se mit à parler davantage, à raconter de petites choses, des souvenirs de son père, des choses qu'il aimait, des choses qui lui manquaient. Et Elena écoutait, toujours, comme si chaque mot était un trésor qu'elle attendait depuis longtemps de retrouver. Un soir, pendant qu'ils lavaient les assiettes ensemble, Elena lui parla de Raphaël. « Ton papa et moi, on était très proches quand on était enfants. Il avait 3 ans de plus que moi. Il me protégeait toujours. Il me défendait à l'école quand quelqu'un se moquait de moi. » Santiago l'écoutait en silence, essuyant les assiettes avec un torchon. Mais en grandissant, les choses se sont compliquées. Il y a eu une dispute familiale, un héritage, des terres que nos parents ont laissées et qu'on n'a pas su partager sans se blesser. Elle fait une pause, regardant l'eau savonneuse comme si elle pouvait y voir le passé. Ton papa est parti. Il a dit qu'il ne voulait rien savoir des disputes d'argent, qu'il préférait construire sa propre vie. Et moi j'étais en colère. J'avais l'impression qu'il m'abandonnait, qu'il choisissait l'orgueil plutôt que la famille. Elle s'essuya les mains sur son tablier, se tourna vers Santiago avec des yeux tristes. Les années ont passé. Je pensais toujours à le chercher. Mais l'orgueil, c'est une chose terrible, Santiago. Ça te fait croire que tu as raison, même quand tu as complètement tort. Santiago ne savait pas quoi dire, mais il comprenait. Il comprenait le regret. Il comprenait cette sensation d'avoir perdu un temps qu'on ne récupère jamais. « Tu crois qu'il t'a pardonné ?» demanda-t-il à voix basse. Elena sourit tristement. « Je ne sais pas, mais je crois que le fait que tu sois ici, que je t'ai trouvé justement dans cette maison, ça veut dire quelque chose. Peut-être que c'est sa façon de me dire que oui, que tout va bien. » Elle s'agenouilla devant Santiago, prit ses mains. « Je ne peux pas récupérer le temps que j'ai perdu avec ton papa, mais je peux être là pour toi, et je te promets que je ne vais pas gâcher cette chance. » Santiago acquiesça, sentant le nœud dans sa gorge se resserrer. Moi non plus. Pendant ce temps, chez eux, Lucia et Marcos parlaient aussi de Santiago. Leurs 2 enfants, Matteo, 9 ans, et Sofia, 6 ans, dormaient. Il était tard. La maison était silencieuse. Lucia préparait du thé dans la cuisine. Marcos était assis à la table, pensif. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il enfin. « De quoi ? D'adopter Santiago ? C'est un grand pas, pas seulement pour nous, pour les enfants aussi. » Lucia posa les tasses, s'assit face à lui, lui prit les mains. « Marcos, quand je l'ai vu, quand j'ai entendu son histoire, j'ai senti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas une compassion vide, c'est une reconnaissance. » Une reconnaissance ? Oui, comme si une partie de moi savait que cet enfant devait être dans notre vie, comme si tout ce qu'on a vécu, toutes les fois où on a pensé adopter mais qu'on ne l'a pas fait, tout ça attendait ce moment. Marcos serra doucement ses mains. Moi aussi je le sens, mais on doit être réaliste. Il sort d'un traumatisme profond. Il va avoir besoin de temps, de patience, peut-être de thérapie. Je le sais, et je suis prête à tout donner, parce que cet enfant mérite une chance. Il mérite d'être aimé. Il mérite de savoir qu'il y a des gens qui ne l'abandonneront pas. Marcos sourit. Alors on le fait, mais pas à pas, sans se précipiter, en le laissant décider aussi. Pas à pas, répondit Lucia. 2 jours plus tard, Lucia et Marcos revinrent chez Telena. Cette fois, ils amenèrent leurs enfants. Matteo et Sofia descendirent de la voiture, curieux. Elena les accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. « Entrez, s'il vous plaît. Santiago est à l'intérieur. » Lucia s'accroupit devant ses enfants.
Je veux que vous rencontriez quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Santiago, et il fait partie de notre famille. Matteo fronça les sourcils. C'est notre cousin? Oui. Et peut-être, s'il le veut, il peut être aussi ton frère. Sofia ouvrit grand les yeux. On va avoir un grand frère? Lucia sourit. Ça dépend de lui. Mais d'abord, faites sa connaissance. Soyez gentils et donnez-lui de l'espace s'il en a besoin. Ils entrèrent. Santiago était assis sur le canapé du salon, les mains sur les genoux, clairement nerveux. Quand il vit les enfants, il se tendit. Il n'était pas habitué aux autres enfants. Il ne savait pas comment se comporter. Matteo s'approcha le premier, tendant la main avec sérieux. « Salut, moi c'est Matteo. Maman dit que tu es mon cousin. » Santiago hésita, puis serra sa main maladroitement. « Salut. » Sofia n'attendit pas les présentations formelles. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Salut cousin Santiago, je t'aime bien. » Santiago resta figé, ne sachant pas quoi faire. Puis, lentement, très lentement, il leva les bras et rendit l'étreinte, et quelque chose en lui fondit. Lucia observait la scène, les larmes aux yeux. Marcos passa un bras autour de ses épaules. Elena aussi regardait, souriant avec tendresse, comme si elle assistait à un petit miracle parfait. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Les enfants jouaient dans le jardin. Matteo apprenait à Santiago à taper dans un ballon. Sophie insistait pour qu'il joue à cache-cache. Santiago, d'abord maladroit et timide, se détendit peu à peu. Il rit, il se comportait comme ce qu'il était, un enfant. Et quand Lucia l'appela pour prendre un goûter, il courut vers la maison avec Matteo et Sofia, comme s'ils avaient toujours été frères et sœurs. Plus tard, pendant que les enfants dessinaient à la table, les adultes se réunirent dans la cuisine. Lucia parla la première. « On a réfléchi. On veut commencer la procédure d'adoption. Mais on veut bien faire, sans se précipiter, en laissant Santiago s'adapter à son rythme. » Elena acquiesça. « Je suis d'accord. Il lui faut de la stabilité et du temps pour digérer tout ce qu'il a vécu. » Marcos ajouta. « On pensait que peut-être, il pourrait passer du temps avec nous le week-end, apprendre à connaître les enfants, voir comment il se sent, et si tout se passe bien, faire la transition plus tard. » Elena regarda vers le salon, où Santiago riait avec ses cousins, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Je crois que c'est parfait, mais il y a autre chose que je veux faire. » Lucia la regarda curieuse. « Quoi ? La maison abandonnée, la maison où je l'ai trouvée. Je veux qu'elle soit pour lui. » Marcos fronça les sourcils. « Comment ça ? Je veux la rénover. » Santiago resta figé, ne sachant pas quoi faire. Puis, lentement, très lentement, il leva les bras et rendit l'étreinte, et quelque chose en lui fondit. Lucia observait la scène, les larmes aux yeux. Marcos passa un bras autour de ses épaules. Elena aussi regardait, souriant avec tendresse, comme si elle assistait à un petit miracle parfait. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Les enfants jouaient dans le jardin. Matteo apprenait à Santiago à taper dans un ballon. Sophie insistait pour qu'il joue à cache-cache. Santiago, d'abord maladroit et timide, se détendit peu à peu. Il rit, il se comportait comme ce qu'il était, un enfant. Et quand Lucia l'appela pour prendre un goûter, il courut vers la maison avec Matteo et Sofia, comme s'ils avaient toujours été frères et sœurs. Plus tard, pendant que les enfants dessinaient à la table, les adultes se réunirent dans la cuisine. Lucia parla la première. « On a réfléchi. On veut commencer la procédure d'adoption. Mais on veut bien faire, sans se précipiter, en laissant Santiago s'adapter à son rythme. » Elena acquiesça. « Je suis d'accord. Il lui faut de la stabilité et du temps pour digérer tout ce qu'il a vécu. » Marcos ajouta. « On pensait que peut-être, il pourrait passer du temps avec nous le week-end, apprendre à connaître les enfants, voir comment il se sent, et si tout se passe bien, faire la transition plus tard. » Elena regarda vers le salon, où Santiago riait avec ses cousins, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Je crois que c'est parfait, mais il y a autre chose que je veux faire. » Lucia la regarda curieuse. « Quoi ? La maison abandonnée, la maison où je l'ai trouvée. Je veux qu'elle soit pour lui. » Marcos fronça les sourcils. « Comment ça ? Je veux la rénover, la transformer en un endroit où notre famille pourra se retrouver, où Santiago saura qu'il a des racines, qu'il a une histoire, que cet endroit qui a été son refuge le plus sombre peut devenir quelque chose de beau. »
Lucia apporta une main à son cœur. Elena. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de passer plus de temps avec eux, d'apprendre à mieux connaître Lucia et Marcos? Santiago s'arrêta. Il regarda le torchon dans ses mains. Il pensa à toutes les fois où il avait espéré quelque chose de bon et avait été déçu. Mais cette fois, c'était différent. Je crois que ça me plairait. Elena lui caressa les cheveux avec affection. Alors c'est ce qu'on fera, pas à pas, sans se presser, mais ensemble. Santiago acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à imaginer un futur où il n'était pas seul, où il avait une tante qu'il aimait, où il avait des cousins qui le faisaient rire, où, peut-être, juste peut-être, il aurait de nouveau quelque chose qui ressemblait à une famille. Et cette nuit-là, quand il s'allongea dans son lit, il ne rêva pas de maisons vides, ni de chemins froids. Il rêva de rire, d'étreinte, d'après-midi au soleil dans un jardin où quelqu'un criait son nom, non pas pour le gronder, mais pour l'inviter à jouer. Et quand il se réveilla le lendemain matin, l'espoir qu'il avait senti dans son rêve était toujours là, petit, fragile, mais réel. Les week-ends devinrent quelque chose que Santiago attendait, pas avec de l'angoisse, pas avec de la peur, avec une anticipation douce qui le faisait se lever plus tôt et regarder par la fenêtre, attendant de voir arriver la camionnette de Lucia et Marcos. Et ils arrivaient toujours à l'heure, avec des sourires, avec les enfants qui faisaient signe depuis les vitres arrière. Au début, Santiago restait prudent, il se tenait à l'écart. Il observait Matteo et Sofia avec leurs parents, comment ils s'étreignaient sans y penser, comment ils demandaient des choses sans craindre d'être rejetés. C'était une langue qu'il avait oubliée, la langue d'appartenir. Mais peu à peu, semaine après semaine, il recommença à l'apprendre. Matteo lui apprit à faire du vélo. Enfin, il essaya. Santiago tomba 3 fois avant de réussir à pédaler sans vaciller. Et, quand il y arriva enfin, Matteo cria si fort que tout le voisinage dut l'entendre. « Tu l'as fait, Santiago !» Et Santiago, les genoux écorchés, le cœur battant, sourit, un vrai sourire, de ceux qui montent jusqu'aux yeux. Sofia était différente. Elle n'enseignait rien, elle existait simplement, avec une joie débordante qu'elle ne savait pas contenir. Elle lui racontait des histoires inventées de princesses et de dragons. Elle voulait qu'il joue, qu'il soit le chevalier qui les sauvait. Et quand Santiago protestait en disant qu'il ne savait pas comment faire, elle lui mettait juste une cape improvisée avec une serviette et disait « Voilà, maintenant oui, tu es un chevalier. » Et, d'une certaine manière, ça suffisait. Lucia regardait tout ça de loin. Elle ne forçait rien, elle n'imposait rien, mais elle était là, toujours présente, toujours attentive. Elle cuisinait les plats qu'il disait aimer au détour d'une phrase. Elle lui demandait comment il avait dormi. Elle lui laissait de l'espace quand elle sentait qu'il avait besoin d'être seul. Et, lentement, Santiago commença à lui faire confiance, d'une manière qu'il n'avait fait confiance à personne depuis la mort de son père. Marcos était plus discret, mais tout aussi constant. Il lui apprit à réparer des choses, à utiliser des outils simples, à être patient quand quelque chose ne marchait pas du premier coup. Ce n'est pas grave si tu te trompes, Santiago. C'est comme ça qu'on apprend. Ton père t'aurait sûrement appris la même chose. Et chaque fois qu'il mentionnait son père, ce n'était pas avec de la pitié, c'était avec du respect, comme on honore la mémoire de quelqu'un d'important. Ça comptait plus pour Santiago que Marcos ne le savait probablement. Un samedi après-midi, ils allèrent tous voir la maison abandonnée. 1 mois avait passé depuis le jour où Elena avait décidé de ne pas la vendre, et les rénovations avaient déjà commencé. Quand ils arrivèrent, Santiago la reconnut à peine. Le toit était en réparation, les fenêtres brisées avaient été remplacées, les murs gris étaient nettoyés et recevaient une couche de peinture blanche fraîche. Le jardin, autrefois plein de mauvaises herbes, avait été débarrassé et préparé pour planter des fleurs. Santiago descendit de la voiture lentement, regardant tout avec de grands yeux. « C'est différent ?» Elena s'approcha en souriant. « Tu aimes ?» Santiago acquiesça sans parler. Ils marchèrent vers l'entrée. La nouvelle porte sentait encore le bois neuf. À l'intérieur, le sol avait été poncé
et vernis. Les murs intérieurs étaient en cours de peinture. La lumière entrait par les fenêtres neuves, éclairant chaque coin. Ce n'était plus un endroit sombre. Ce n'était plus un refus désespéré. C'était un commencement. Santiago avança lentement dans le salon, touchant les murs du bout des doigts, se souvenant d'où il avait dormi la première nuit, où il avait trouvé la vieille couverture, où il avait eu plus peur que jamais. Et maintenant, tout était différent. Lucia s'approcha. « Qu'est-ce que tu en penses, Santiago ?» Il regarda autour de lui, avala sa salive. « On dirait pas le même endroit ?»« Parce que ce n'est pas le même endroit, » dit Elena. « Les endroits peuvent changer, comme les gens. Ce qui a été sombre peut devenir lumière. » Santiago acquiesça lentement, sentant le poids de ses mots, comprenant qu'elle ne parlait pas seulement de la maison. Marcos s'approcha, Matteo et Sofia courant derrière lui pour explorer les pièces. On s'est dit que quand ce sera fini, ça pourrait être la maison des réunions de famille, un endroit où on viendra tous, où on fêtera les anniversaires, les fêtes, ou juste où on sera ensemble. Lucia ajouta. Et on voulait te demander quelque chose, Santiago. Il la regarda, curieux. On a tous parlé, Elena, Marcos, moi et les enfants. Elle fit une pause. Elle s'agenouilla devant lui, comme elle l'avait fait le premier jour. On veut que tu fasses partie de notre famille, pas seulement le week-end, pas seulement comme un cousin qui vient, mais pour de vrai, pour toujours. Santiago sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Marcos posa une main sur l'épaule de Lucia. On veut t'adopter, Santiago. Si toi tu veux, si tu es prêt. Le monde s'arrêta encore une fois. Santiago regarda Lucia, puis Marcos, puis Elena, qui avait les larmes aux yeux, mais souriait. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire maintenant, dit Lucia doucement. On voulait juste que tu saches que tu es aimé, qu'il y a une place pour toi, toujours. Elena s'approcha aussi. Et moi je serai toujours là, Santiago. Adopté ou pas, tu es mon neveu, tu es ma famille, et ça ne changera jamais. Santiago sentit les larmes couler. Cette fois, il ne chercha pas à les arrêter. Vous voulez vraiment que je sois votre fils? Lucia le serra dans ses bras, Marcos aussi. Elena posa une main sur son dos. Oui, Santiago, vraiment. Matteo et Sofia arrivèrent en courant depuis une pièce. Quand ils virent tout le monde enlacé, ils se jetèrent dans l'étreinte sans demander pourquoi. Et à cet instant, entouré de bras qui le tenaient, de voix qui prononçaient son nom avec tendresse, de personnes qui avaient choisi de l'aimer sans condition, Santiago ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se sentit chez lui. Les semaines suivantes furent faites de papiers, de démarches, de visites d'assistants sociaux, de questions et encore de questions. Santiago dut raconter son histoire encore et encore à des inconnus avec des dossiers, à des psychologues qui lui demandaient comment il se sentait, à des juges qui le regardaient avec compassion, mais aussi avec responsabilité. C'était épuisant. Parfois, il voulait abandonner. Il voulait crier qu'il voulait juste que tout s'arrête, qu'il voulait juste avoir une famille sans devoir prouver qu'il la méritait. Mais Lucia et Marcos étaient là, toujours, à chaque rendez-vous, à chaque réunion. Ils lui tenaient la main quand il devenait nerveux. Il répondait quand lui n'y arrivait pas. Et Elena aussi. Elle témoignait, confirmait que Santiago avait une famille, qu'il n'était pas seul, que des gens étaient prêts à prendre soin de lui. Le processus prit 3 mois. 3 mois d'attente, d'incertitude, de nuits où Santiago se réveillait avec la peur que tout ne soit qu'un rêve, qu'il se réveillerait de nouveau dans cette maison abandonnée, seul, sans personne. Mais ce n'était pas un rêve. Et finalement, un mardi de novembre, la notification arriva. L'adoption était approuvée. Lucia pleura quand elle reçut l'appel. Marcos aussi. Elena prépara un dîner spécial pour fêter ça. Mais la vraie célébration fut quelque chose de plus petit, de plus intime. Cette nuit-là, quand Santiago s'allongea dans ce qui était désormais officiellement sa chambre, dans ce qui était désormais officiellement sa maison, Lucia entra pour lui dire bonne nuit. Elle s'assit au bord du lit, comme chaque soir. « Comment tu te sens ?» Santiago pensa à la question, à tout ce qui s'était passé. Le chemin de terre, la maison abandonnée, la faim, le froid, la solitude qu'il croyait sans fin. Puis il pensa à maintenant, ce lit chaud, cette famille bruyante et aimante, cet endroit où il était aimé sans avoir à le gagner. Heureux, dit-il finalement. Je me sens heureux. Lucia sourit. Elle lui caressa les cheveux avec tendresse. Je suis contente, mon enfant, parce que toi aussi tu nous rends heureux. Elle fit une pause. Ton papa serait fier de toi, Santiago, de la façon dont tu as survécu, de ton courage, de la façon dont tu as appris à faire confiance de nouveau. Santiago sentit les larmes remonter encore.
Tu crois qu'il sait que je vais bien? Lucia acquiesça avec certitude. Je suis sûre que oui. Et je suis sûre qu'il est en paix, en sachant que tu as une famille, que tu as de l'amour, que tu n'es pas seule. Santiago acquiesça, ferma les yeux. Bonne nuit, maman. Le mot sortit sans qu'il l'ait prévu. Il apparut, naturel, juste. Lucia resta immobile un instant, puis sourit, les larmes aux yeux. Bonne nuit, mon fils. Elle le borda soigneusement, l'embrassa sur le front, puis sortit en éteignant la lumière. Santiago resta éveillé un moment, regardant le plafond, écoutant les sons de la maison. Matteo qui ronflait doucement dans la chambre d'à côté. Sofia qui parlait en rêve. Marcos et Lucia qui murmuraient dans le salon. Des sons de foyer, des sons de famille. Et pour la première fois depuis longtemps, Santiago s'endormit sans peur, sans se demander s'il serait encore là demain, sans se demander si quelqu'un le mettrait dehors, parce qu'il connaissait maintenant la réponse. Il avait un endroit où personne ne le regarderait avec rejet, où personne ne lui dirait qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il avait un foyer, où personne ne détournait les yeux, parce que tous le voyaient et l'aimaient. La maison fut terminée au printemps. 6 mois avaient passé depuis ce jour où Santiago avait été trouvé recroquevillé dans un coin, serrant un sac à dos comme si c'était la seule chose qui lui restait au monde. Et maintenant, debout devant cette même maison, il ne reconnaissait plus l'endroit où il avait touché le fond. Les murs blancs brillaient sous le soleil du matin. Les nouvelles fenêtres reflétaient le ciel bleu. Le jardin, qui autrefois n'était que mauvaises herbes et oubli, fleurissait maintenant de roses sauvages, de marguerites et de lavandes qu'Elena avait plantées de ses propres mains. Une longue table en bois était installée sous un arbre récemment planté, des chaises autour, des guirlandes suspendues aux branches, une musique douce sortant d'une enceinte portable. C'était une fête, une célébration, pas seulement de la maison, mais de tout ce qu'elle avait signifié, de tout ce qui avait changé. Elena s'assit de l'autre côté de Santiago. Tous les trois restèrent silencieux un moment, regardant cette maison qui avait été témoin de tant d'ombre et qui brillait maintenant de lumière. « Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça ?» dit Elena finalement. « Quoi ?» demanda Santiago. « Je suis venue ici ce jour-là en pensant fermer un chapitre de ma vie. Je pensais qu'en vendant cette maison, je pourrais laisser le passé derrière moi, laisser la douleur d'avoir perdu mes parents, d'avoir perdu ton père sans l'avoir cherché. » Elle fit une pause, but une gorgée de limonade. Mais au lieu de ça, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. Je t'ai trouvé, toi. Santiago baissa les yeux, sentant l'émotion remonter. Moi non plus, je ne savais pas que je te cherchais. Elena sourit. Peut-être que les meilleures choses dans la vie fonctionnent comme ça. On ne les cherche pas. Elles apparaissent juste quand on en a le plus besoin. Santiago regarda ces 2 femmes qui étaient maintenant sa famille et sentit une gratitude si profonde qu'elle ne tenait pas dans des mots. Merci, dit-il simplement, de ne pas être passé sans t'arrêter. Elena l'enlaça d'un côté, Lucia de l'autre, et elles restèrent ainsi un instant, toutes les 3, sentant le poids de tout ce qu'elles avaient gagné en se trouvant. Marcos appela depuis le jardin. « La viande est prête, venez avant que les enfants ne mangent tout. » Ils se levèrent en riant et marchèrent vers la table où tout le monde les attendait. Le repas fut bruyant et chaotique, de la meilleure façon possible. Matteo racontait des blagues nulles qui faisaient rire Sofia jusqu'à ce qu'elle ait mal au ventre. Les voisins racontaient des histoires de l'époque où la maison était habitée, quand les parents d'Elena vivaient encore là. Marcos se moquait gentiment de Santiago à propos de qui mangeait le plus vite. Et au milieu de tout ce bruit, de toute cette vie, Santiago comprit quelque chose. Il avait passé tant de temps à se sentir invisible, à se sentir comme quelqu'un qui dérange, comme quelqu'un qui ne compte pas. Et maintenant il faisait partie de quelque chose. Pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que ces gens avaient décidé qu'il comptait, que sa présence avait de la valeur, que sa vie en avait une. Après le repas, quand le soleil commença à baisser et que l'air devint frais, tout le monde s'assit dans le jardin. Les enfants jouaient à attraper des lucioles. Les adultes parlaient calmement. Santiago s'éloigna un moment, marcha vers l'avant de la maison, vers l'endroit où tout avait commencé. Il s'arrêta devant la porte, la toucha de la main, sentit le bois lisse sous ses doigts. « Merci », murmura-t-il. Il ne savait pas à qui il parlait exactement. Peut-être à la maison, peut-être à son père, peut-être à quelque chose de plus grand, sans nom. Mais il sentait qu'il devait le dire, qu'il devait remercier, parce que d'une certaine façon, tout le mal l'avait conduit ici, à cet instant, à cette famille, à cette vie qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il entendit des pas derrière lui. C'était Matteo. « Ça va ?» Santiago acquiesça. « Oui, je dis juste au revoir. »« À quoi ?» ?»« À la personne que j'étais quand je suis arrivée ici, à l'enfant qui avait tellement peur qu'il ne faisait confiance à personne, qui pensait qu'il serait toujours seul. »
Matteo resta silencieux un moment, puis il dit quelque chose qui surprit Santiago par sa maturité. « Tu n'as pas besoin de lui dire au revoir. Cet enfant fait toujours partie de toi, sauf que maintenant, il n'est plus seul. » Santiago regarda son frère. Son frère, il avait encore du mal avec ce mot, mais chaque jour il sonnait plus naturel. « Depuis quand tu es devenu si sage ?» Matteo haussa les épaules avec un sourire. « Je crois qu'avoir un grand frère m'oblige à réfléchir plus. » Santiago sourit. Il passa un bras autour des épaules de Matteo. « Viens, avant que Sofia mange tout le dessert. » Ils retournèrent ensemble dans le jardin, et quand ils arrivèrent, Sofia essayait effectivement de voler une part de gâteau en plus, pendant que Lucia faisait semblant de ne rien voir. L'après-midi céda la place à la nuit. Les lumières suspendues aux arbres s'allumèrent, créant une ambiance magique. Quelqu'un mit une musique plus douce, quelques voisins commencèrent à partir, et quand il ne restait plus qu'eux, Santiago, Lucia, Marcos, Elena, Matteo et Sofia, ils s'assirent ensemble à la grande table sous les étoiles. Elena leva son verre. « Je veux faire un toast. » Tous levèrent leur verre aussi, même les enfants avec leur jus. À cette maison, aux secondes chances, au chemin qui nous mène exactement là où nous devons être. Elle fit une pause, regarda Santiago avec des yeux brillants. « Et à toi, Santiago, à ton courage, à nous avoir permis de faire partie de ta vie. » Lucia ajouta, « Aux familles qui se trouvent quand elles en ont le plus besoin. » Marcos leva son verre un peu plus haut, aux fins qui sont en réalité des commencements. Matteo et Sofia crièrent en même temps. À Santiago, ils firent teinter leurs verres. Ils burent, ils rirent, et ils restèrent là, sous les étoiles, sentant le poids léger du bonheur. Santiago regarda autour de la table ces personnes qui étaient entrées dans sa vie quand tout semblait perdu, qu'il avait ramassé quand il était brisé, qu'il avait aimé quand lui-même ne savait même pas comment s'aimer. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très très longtemps. Il ressentit la paix. Pas la paix de celui qui oublie la douleur, mais la paix de celui qui l'a traversée et en est sorti de l'autre côté. La paix de celui qui sait que les cicatrices sont réelles, mais qu'elles ne racontent pas toute l'histoire. « À quoi tu penses ?» demanda Lucia doucement. Santiago sourit. « À ce que mon papa serait heureux de savoir que je suis ici, avec vous, avec sa sœur, avec une famille qui m'aime. » Sa voix se brisait un peu à la fin, mais il n'en eut pas honte. Plus maintenant. Elena lui prit la main. « Je suis sûre qu'il est heureux, mon enfant, et je suis sûre qu'il est fier. » Lucia lui prit l'autre main. « Et je suis sûre que, d'une certaine manière, il a aidé à ce que tout ça arrive, parce que l'amour ne se termine pas avec la mort. Il change juste de forme. » Santiago acquiesça, sentant les larmes couler librement. Mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes qui nettoyaient, qui guérissaient. Ils restèrent encore un moment à parler, à rire, à partager des histoires, à faire des plans pour de futurs week-ends dans la maison, pour des anniversaires, pour des fêtes, pour toutes ces petites et grandes choses qui font les familles. Et quand il fut enfin l'heure de partir, quand les enfants commençaient à s'endormir sur leurs chaises, quand la nuit s'était refroidie, Santiago jeta un dernier regard à la maison. Il ne voyait plus l'endroit où il avait été seul, il voyait l'endroit où on l'avait trouvé, où sa vie avait changé, où il avait appris que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de lumière. Il monta dans la voiture avec sa famille. Matteo s'endormit sur son épaule. Sofia ronflait doucement sur son siège. Lucia et Marcos parlaient à voix basse à l'avant. Et tandis qu'ils s'éloignaient sur le chemin de terre, le même chemin qu'il avait parcouru seul quelques mois plus tôt, Santiago ferma les yeux et sourit. Parce qu'il avait appris quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Les foyers ne sont pas toujours là où tout le monde regarde. Parfois ils naissent dans les endroits les plus oubliés, dans les plus petites décisions, dans les gestes les plus simples. Parfois il suffit qu'une personne décide de s'arrêter, et cette personne peut tout changer. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse-nous un commentaire. Tes mots aussi guérissent. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre que les choses peuvent s'améliorer, partage-la. Merci d'avoir accompagné Santiago sur ce chemin. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt ici avec d'autres histoires qui nous rappellent le meilleur de l'humanité.